même niveau que la parole de l'enseignant et qui vraiment soutiennent les professeurs, qu'on ne pénalise pas aussi un chef d'établissement s'il fait remonter les informations en haut lieu, les incivilités, les faits de violence, puisque le chef d'établissement a peur parfois de faire remonter les informations, de peur finalement d'être considéré comme un mauvais chef et puis de subir les foudres lui aussi de sa hiérarchie. On a aujourd'hui beaucoup de parents issus des classes moyennes qui préfèrent mettre leurs enfants dans le privé plutôt que de prendre le risque de les laisser dans le public. Et leur crainte, finalement, c'est que l'école publique se ghettoise et puis devienne de plus en plus violente. Didier Lapeyronie, vos solutions? Je n'en ai pas. C'est vrai que je ne suis pas spécialiste de ces questions scolaires. Et vous êtes spécialiste des questions du ghetto, et je parlais aussi de cette ghettoisation qui s'accroît d'elle-même. Ma solution, je pense, mais c'est une vieille solution républicaine, c'est une solution politique. C'est-à-dire, c'est par l'intégration politique qu'on fabrique l'intégration sociale, ce qui a été la pensée de la République. Et c'est plutôt comme ça que je verrai les choses. C'est-à-dire qu'il me semble, de ce point de vue-là, qu'une des difficultés aujourd'hui qui rejaillit sur toutes ces institutions de la République, c'est évidemment la marginalisation politique d'une grande partie de notre population qui n'est plus représentée, qui n'existe qu'à travers les émeutes et les incidents violents, et qui considère que ces institutions de la République ont perdu leur légitimité. Donc, les solutions que j'aurais d'une certaine manière, c'est de dire on peut toujours renforcer l'autorité ou fermer l'école un peu plus ou exclure les gens. La vraie difficulté, une autorité n'existe que si elle est acceptée, si elle a une légitimité. Et donc, je pense qu'il faut que nous réfléchissions à la légitimation aujourd'hui de cette autorité. On ne peut pas demander aux enseignants, aux travailleurs sociaux, aux policiers individuellement de relégitimer en permanence leur autorité. Je pense que ça passe par le fait que les gens vont considérer à nouveau que l'école est leur école, que les institutions des services sociaux sont leurs institutions, que la police est leur police et pas quelque chose qui est à l'extérieur. Donc ça suppose une forme de légitimation politique générale. Alors, vous interrogez pas simplement sur la police, sur l'école, pardon, Didier Lapeyronie, dans Ghetto Urbain. Alors parlons un instant de la police. Dans le numéro du Monde où il y a un article sur Créteil, on trouve aussi un article juste au-dessus sur les agressions de policiers qui se multiplient dans les cités. Et là, une liste effrayante d'incidents à Gonesse, à Melun, à Gennevilliers, au Mureau, où des jets de pierre et de parpaings sont tombés du 15e étage d'un immeuble, à Grigny, à Épernay, où un policier a été très grièvement blessé le 8 mars après avoir reçu un morceau de béton, alors qu'il tentait de précéder à une interpellation dans le quartier sensible de la ville. Donc, mais là, on est dans une situation terrible, parce que pourquoi procède-t-il à des interpellations? Parce qu'il y a des motos volées, des voitures volées, parce que, vous le dites vous-même, il y a du business, il y a des trafics, parce qu'il y a des rodéos urbains, etc. Donc, comment la police pourrait-elle se légitimer si précisément dès lors qu'elle fait son travail, elle est accusée de tous les maux et qu'on peut caillasser les policiers aujourd'hui sans aucune crainte? Je veux dire, comment sortir de ce cercle? Alors, je répète deux choses. Il me semble que le cercle et le danger aujourd'hui, c'est au-delà du fait que ce que vous dites est parfaitement juste. C'est-à-dire, quand il y a des gens qui sont violents, ils doivent être punis et exclus. Je vois pas pourquoi ça serait. On transigerait là-dessus. Au-delà de ça, me semble-t-il, si on veut changer les climats et les choses comme ça, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que moi, c'est ce que j'observe dans mes enquêtes, c'est ce sentiment d'éloignement des institutions. Les gens ont le sentiment qu'ils sont abandonnés par les institutions de la République et qu'ils n'ont de ces institutions que les dimensions répressives. Et si vous rentrez dans cette espèce de cercle où ça crée de la violence et que l'institution se recule, alors la police est un exemple tout à fait intéressant parce que depuis une quinzaine d'années ou une dizaine d'années, la police se recule, elle se recentre, on a fermé les petits commissariats, elle s'éloigne progressivement de la population. Mais les gens vous disent la même chose sur l'école, c'est ce sentiment qui s'éloigne. Ce que je raconte dans mon livre, c'est la façon dont les services sociaux ont été fermés, se sont aussi éloignés
éloignés du quartier. Alors, si vous êtes dans une situation où les institutions se ferment sur elles-mêmes, les gens en face ont l'impression qu'elles passent plus de temps à se protéger d'eux qu'à s'occuper d'eux, vous avez de la violence nécessairement. Et j'ai pas de jugement moral là-dessus. Et les chauffeurs d'autobus, alors? Les chauffeurs d'autobus... Ils ne s'éloignent pas, ils se font caillasser. Les chauffeurs d'autobus, c'est la gratuité dans les transports. C'est la même chose. Excusez-moi, Pourquoi? c'est la même chose. C'est-à-dire, ils sont, vu de mon enquête, c'était les chauffeurs de bus sont considérés comme faisant partie de ce monde institutionnel, exactement comme le reste. Mais j'ai pas, comprenez bien, j'ai pas de jugement là-dessus. Ce que moi j'observe, c'est cette distance-là. Et si vous fermez un peu plus, me semble-t-il, si on se ferme un peu plus, donc la question que je pose, c'est pas de savoir s'il faut se fermer ou pas. Mon sentiment, c'est qu'il faut essayer peut-être de travailler à rapprocher nos institutions républicaines de la population telle qu'elle est, première chose. Et deuxième chose, il me semble qu'au-delà de ça, il y a un vrai problème de construction de la légitimité politique de ces institutions qui a été perdue. Les gens n'ont plus le sentiment que cette école... Moi, j'ai eu ce sentiment-là dans mon enfance, mais ils n'ont plus le sentiment que cette école est leur école. Et ça c'est dramatique, de mon point de vue. Alors, Véronique Bouzou, dans une ville où j'enseignais, les jeunes avaient brûlé la piscine. Donc ils brûlaient leur... Enfin, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de conforter ces élèves et puis les jeunes dans ce sentiment de victime. Enfin, mais personne, excusez-moi si ils je ont me besoin... permets, je ne parle pas de victime. Oui, non, mais il n'y a pas de victime, il n'y a pas ni bon ni méchant. Vous observez une réalité qui est une réalité de distance. Ils sont victimes de rien. Le fait de tout leur excuser, finalement, on ne les aide pas en disant que les institutions se referment sur elles-mêmes, qu'on n'écoute pas la jeunesse actuelle. Je ne pense pas. Les élèves sont... on demande de l'ordre, demande des repères, et ce n'est pas en excusant leurs actes intolérables, inadmissibles, qu'on va pouvoir leur donner des structures, la possibilité, si vous voulez, de gravir les échelons de la société. Et quand je dis qu'il faut exclure des élèves dangereux, le jeune Hakim qui a été blessé l'a été par un élève qui avait été exclu plusieurs fois d'établissement scolaire. Je trouve que il est important aujourd'hui de mettre hors d'état de nuire certains élèves violents. Mais en même temps, ils nuisent. Puisque d'ailleurs, la jeune fille était exclue. Elle a été exclue, elle est revenue, tout à fait. Elle est revenue au collège Albert Schweitzer. Et puis, je dis ça aussi parce que le budget de l'éducation nationale est le premier de l'État. Alors, moi, je ne suis pas contre, bien sûr, d'installer des internats d'excellence, des classes relais. Ça peut être... c'est intéressant de permettre à des élèves qui vivent dans des ghettos de les mettre en retrait pendant un temps pour qu'ils voient autre chose. Mais dans un état d'urgence, on peut mettre hors d'état de nuire des terreurs. Attends, moi, je suis tout à fait pour mettre hors d'état de nuire des terreurs. Mais c'est pas du tout l'histoire. Enfin, il n'est pas du tout question d'excuser les comportements individuels. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est une sorte de climat politique général qui, me semble-t-il, est générateur de tensions et de violence entre notre République, disons, et une partie des... Mais quand Véronique Bouzou vous dit, il y a peut-être une demande, justement, alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et de République. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le paradoxe de tout ça, c'est que dans le monde populaire, dans les familles, il y a une demande d'autorité. Ils ont l'impression que l'école n'est pas suffisamment autoritaire, très souvent, ne tient pas les enfants, et il y a une vraie demande de République. C'est ça le paradoxe de notre situation. C'est évident. Demande de République. Nous terminons sur ces mots. Merci beaucoup Didier Lapeyronie, merci Véronique Bouzou. Alors je dois maintenant une petite précision aux auditeurs. J'avais annoncé la semaine dernière un dialogue entre Claude Lelièvre et Véronique Bouzou. Mardi soir, nous sommes venus enregistrer ce dialogue, mais nous avons trouvé porte close car il y avait grève et nous n'avions pas été prévenus. Et Didier Lapeyronie a très gentiment accepté de venir aujourd'hui en direct. Je l'en remercie et j'ai eu d'ailleurs l'occasion, je m'en félicite, de lire pour préparer cette émission son livre « Ghetto urbain, ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd'hui » qui est publié aux éditions Robert Laffont. Je rappelle également le titre du livre de Véronique Bouzou, « Ces profs qu'on assassine », publié chez Jean-Claude Gassevitch. Et puis le livre écrit en collaboration avec Francis Lec de Claude Lelièvre s'intitule « Histoire vraie » au pluriel des violences à l'école et il a été publié chez Fayard. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Littérature et vérité ». Mes invités seront Camille Laurence et Pierre Jourde. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Marie Dalquier et Bruno Sourcy. À la technique, Adrien Roch.